les États européens ont décidé, c'était leur choix, qu'il valait mieux commander les vaccins, qu'il valait mieux confier à l'Union européenne le soin de commander les vaccins plutôt que de les commander chacun de son côté. Ça pouvait sembler au départ une bonne idée, mais à l'usage, ça s'est révélé catastrophique puisque ces contrats étaient très mal négociés, avec notamment des clauses d'irresponsabilité des laboratoires. C'est-à-dire que si par malheur les vaccins devaient produire des effets secondaires, même graves, eh bien, ces contrats exonéreraient en fait ces laboratoires de toute responsabilité et ce seraient les États qui seraient obligés d'indemniser les victimes à la place des laboratoires. Bonjour Gilles Le Breton. Bonjour Ing. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci. Et est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Gilles Le Breton. Je suis député européen du Rassemblement national depuis 2014 et je me définis comme un universitaire en politique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je n'ai pas fait de politique. J'étais professeur des universités, en poste d'abord à Grenoble, puis au Havre. Et mon métier me plaisait beaucoup. Je n'envisageais pas de faire autre chose. Donc, j'enseigne le droit public. Je suis un spécialiste reconnu en France de liberté publique et de droit administratif. J'ai occupé toutes les fonctions qu'un universitaire peut espérer, notamment doyen de faculté et également directeur de laboratoire de recherche. Et puis, un beau jour, j'ai pris conscience que mon pays allait très mal. J'ai rencontré, par les hasards de la vie, Marine Le Pen. Le courant est passé entre nous immédiatement. Nous avons découvert qu'on avait la même conception de l'avenir de la France et donc je me suis engagé auprès d'elle. Je suis devenu en 2011 son conseiller politique pour l'enseignement supérieur et pour l'Europe. Et tout naturellement, ensuite, eh bien, je me suis présenté aux élections européennes en 2014. J'ai été élu et puis réélu en 2019. Et maintenant, l'essentiel de mon activité est l'activité politique. Et donc, vous êtes député européen et vous êtes souverainiste. Oui, alors je suis souverainiste, c'est-à-dire que je ne souhaite pas que mon pays, la France, se replie sur lui-même, hein, pas du tout. Je suis favorable à une sorte d'organisation européenne pour qu'il y ait une solidarité entre États européens, mais je ne souhaite pas que cette solidarité mène à la construction d'un État fédéral européen. Et c'est pour ça que je suis à l'intérieur du Parlement européen, c'est pour lutter de l'intérieur contre la dérive fédéraliste de l'Union européenne. Moi, je souhaite une Europe des nations, une Europe fondée sur la coopération, sur les grands projets, sur des sujets sur lesquels on est plus fort en commun. Par exemple, pour lutter contre le terrorisme en ligne, sur Internet. Ça, c'est bien qu'on se mette ensemble pour ce genre d'action. Mais je ne veux pas construire un État fédéral européen. Justement, j'ai vu votre vidéo où vous voulez combattre l'intérieur de ce monstre, l'Union européenne. Et pourquoi utilisez-vous le mot monstre pour l'Union européenne? Eh bien, je l'utilise parce que c'est une machine effrayante à voir fonctionner de l'intérieur. Il y a des milliers de fonctionnaires extrêmement compétents, mais qui sont une force effrayante quand elle est dirigée contre vous. Moi, je suis un opposant de l'Union européenne, donc on ne m'a pas épargné. Et lorsque je suis arrivé en 2014, on a fouillé dans ma vie, en fait. On a fouillé dans mes activités pour essayer de me diaboliser, de me poursuivre pénalement. Et j'ai eu affaire à moi, à toute cette machine européenne, avec tous ces fonctionnaires très spécialisés qui étaient lancés à mes trousses. On a peine à l'imaginer, je crois, hein, de l'extérieur. Et il a fallu que je cesse pratiquement mon activité de député pendant 15 jours pour constituer un dossier de défense et montrer que je n'avais commis aucun délit, que tout l'argent public qu'on m'avait confié, je l'avais utilisé normalement. Et j'ai réussi, bien sûr, à m'en sortir, mais ça m'a confirmé dans l'idée que c'est un monstre, c'est-à-dire que c'est une machinerie extrêmement efficace et qui peut broyer les individus. Il faut faire très attention. Et moi, je pense, et ça m'a conforté dans ma conviction, que la meilleure façon pour un citoyen d'être protégé contre ce genre d'abus, c'est de participer à la vie politique et de faire en sorte que les dirigeants rendent des comptes aux gouvernés. Voilà. Donc, malheureusement, mon expérience de ce qui se passe au sein de l'Union européenne est une expérience un peu effrayante.
Et est-ce que vous pouvez donner quelques exemples des projets de l'Union européenne, par exemple dans l'agriculture et l'immigration? Oui, alors l'agriculture, c'est une des principales politiques de l'Union européenne depuis fort longtemps, puisque on a décidé, enfin les États européens ont décidé de bâtir en commun une politique agricole commune. Alors à l'heure actuelle, moi je suis membre de la commission de l'agriculture. Nous sommes en train de renégocier la PAC. C'est une œuvre de très très longue haleine. Et parmi les nouveautés qu'on voudrait instaurer, mais c'est très très difficile, il y en a une, je vous donne un exemple, les dossiers sont très techniques, hein, mais on voudrait par exemple plafonner le montant des aides à 100 000 euros. C'est-à-dire qu'aucun agriculteur ne devrait toucher plus de 100 000 euros par an au titre de cette aide. Alors pourquoi? Parce qu'on a découvert, et ça fait scandale dans l'opinion publique, que certains grands propriétaires fonciers touchent énormément d'aides au titre de la PAC, comme par exemple la reine d'Angleterre ou le prince de Monaco, et c'est vrai que c'est assez choquant. Donc on veut mettre fin à cela. Moi, je pense que ces aides agricoles devraient bénéficier aux vrais agriculteurs, aux petites et moyennes exploitations, et pas à ces grands propriétaires fonciers. Mhm. Et je me souviens d'avoir vu dans votre vidéo, vous avez expliqué il y a un plan pour prospective de l'agriculteur de 2040. Il y a un projet de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas un projet, c'est un dossier qui essaye d'imaginer ce que sera l'agriculture en 2040. Et le rapport nous a été présenté ces jours derniers et c'est extrêmement effrayant. Je me suis un peu révolté contre la perspective qui nous a été dressée parce que, par exemple, on nous annonçait qu'il y aurait une désertification des campagnes. Et pour moi, c'est inacceptable. Je suis un élu de la ruralité. Je vis au contact du monde rural, donc je ne peux pas accepter qu'on envisage comme ça tranquillement une telle perspective. Et puis d'autre part, on nous annonçait aussi que l'agriculture allait évoluer et qu'on irait vers la fabrication de viande de laboratoire. Et ça, pour moi, c'est inacceptable parce que, comme je l'ai dit, la viande fabriquée en laboratoire, c'est plus de l'agriculture, c'est une forme d'industrie nouvelle. Et moi, je tiens à ce qu'on conserve l'agriculture traditionnelle, l'élevage traditionnel de qualité, avec des bovins, des ovins qui paissent dans les champs et qui ne sont pas de la viande de laboratoire. Donc je me bats aussi pour défendre ces traditions-là. Mhm. Et au niveau de l'immigration, il y a des projets aussi qui vous fait choquer? Alors oui, alors malheureusement, en matière d'immigration, l'Union européenne a complètement échoué. Le monde entier a pu le constater en 2015, quand il y a eu une guerre civile très triste hein, en Syrie. Beaucoup de réfugiés syriens ont décidé d'entrer en Europe et ils ont pu le faire quand même avec une facilité déconcertante. Donc on avait pourtant créé une agence pour surveiller les frontières, l'agence Frontex, qui a complètement échoué. Et les États étaient dépourvus de tout moyen de lutte, puisqu'ils ont eu la bêtise de confier la défense de leurs frontières extérieures donc à l'Union européenne, qui a été incapable d'assurer cette défense. Donc ça nous a donné beaucoup à réfléchir. Et puis à l'heure actuelle, chose encore pire, il y a un projet qui a été présenté en 2020, projet de la Commission européenne, qui est une sorte de pacte migratoire européen, qui nous annonce qu'il faudrait planifier l'immigration, donc accepter une immigration massive. Hein. Nous parlons potentiellement de millions d'immigrés qui seraient accueillis. Alors pour des pays européens qui sont parfois peuplés de quelques millions d'habitants seulement, hein, il faut bien que nos amis chinois qui nous écoutent se rendent compte que certains États européens sont tout petits, ont très peu d'habitants. Des millions d'immigrés, c'est catastrophique. Ça veut dire que dans certains pays, il y a la perspective de devenir minoritaire chez soi. C'est inacceptable. Donc, je lutte en effet contre ce pacte migratoire européen. Moi, je souhaite que l'Europe protège mieux ses frontières. Alors, évidemment, ça n'exclut pas une forme de solidarité à l'égard des pays qui en ont besoin. Les pays qui connaissent des famines, etc., il faut bien entendu les aider, hein, ce n'est pas de l'égoïsme. Mais pour moi, l'aide ne passe pas par l'accueil des populations concernées. L'aide doit servir au contraire à fixer ces populations chez elles en les aidant à vivre chez elles. Mmh. Oui. En mars 2020, dans le contexte de Covid-19, vous êtes le seul signataire français pour une lettre signée par 37 députés européennes. En fait, cette lettre est adressée au président des 3 institutions européennes pour reporter les nouvelles législations dans le cadre de Pacte vert pour l'Europe.
Et pourquoi Oui. cette lettre? Et quel est le résultat? Alors cette lettre, pourquoi? Parce que, vous le savez, la pandémie de coronavirus a été extrêmement grave dans le monde entier. Bon, en Chine, où ça a commencé, mais encore plus en Europe, où nous avons été vraiment très touchés. Et donc, j'ai pensé avec mes 36 camarades que ça n'était pas le moment de lancer le pacte vert, parce que le pacte vert, ça consiste à réserver beaucoup de ressources à la protection de l'environnement. Or, moi, je pensais qu'il fallait, compte tenu des circonstances, plutôt diriger ces ressources vers l'aide aux personnes en grande difficulté économique. Donc, je ne souhaitais pas que l'on renonce à la défense de l'environnement, mais je souhaitais qu'on établisse un ordre des priorités. La priorité première pour moi, c'était de lutter contre la crise économique qui s'annonce et bien sûr de reporter ensuite la lutte pour l'environnement. Donc, ce n'était pas une hostilité à l'environnement, c'était simplement une hiérarchie des priorités que je souhaitais établir. Bien sûr, j'ai échoué, mais je le savais, hein, puisque les institutions européennes ont choisi de maintenir leur calendrier. Donc, vous voyez, c'est quand même extraordinaire d'ailleurs. On établit un calendrier sans savoir qu'il va y avoir une pandémie extraordinaire. Cette pandémie survient, bouleverse les économies occidentales et on continue quand même à maintenir la priorité qu'on avait fixée auparavant. Bon, tout ça est un peu surréaliste. Bah, du coup, quelles sont les actions sanitaires pour la Covid au niveau de l'Europe? Alors, la santé publique, c'est une compétence des États, hein, il ne faut pas l'oublier. L'Europe ne peut apporter qu'un appui à ces initiatives. Alors néanmoins, il y a eu une concertation et donc la plupart des États européens ont convenu avec donc l'accord de l'Union européenne qu'il fallait restreindre les possibilités de circulation pour empêcher la diffusion du virus. Donc en France, par exemple, mais ce qui a été décidé en France a été décidé dans les autres États européens aussi. Eh bien, on a décidé au mois de mars 2020, pendant 2 mois, un confinement très très dur. Presque toutes les activités économiques ont été arrêtées. C'était fascinant à vivre, hein. La quasi-totalité de la population, sauf les professions de santé et les professions prioritaires, tout le monde était confiné chez soi. Donc, on était obligé de travailler en télétravail quand on le pouvait. Sans cela, on était mis au chômage partiel, technique, avec bien sûr une aide de l'État. Et le pays s'est pratiquement arrêté pendant 2 mois. C'était impressionnant à vivre. Alors ensuite, quand il y a eu la deuxième vague, on a décidé de pas recommencer cela parce que l'économie n'aurait pas supporté. Donc on a procédé à partir de novembre 2020 à un confinement plus doux. On a fermé simplement les commerces jugés non essentiels. On a décidé un couvre-feu à partir de 19 h en France. Et puis également, on a incité tous ceux qui le pouvaient à faire du télétravail pour éviter les déplacements. Donc ce sont des mesures quand même plus douces et qui durent depuis le mois de novembre. Voilà. Et ces mesures qui ont été décidées en France ont été décidées presque à l'identique dans la plupart des États européens. C'est simplement les calendriers qui changent un peu en fonction de la diffusion du virus. Voilà. Donc l'Union européenne a accompagné tout ça. Alors ce qui a été confié à l'Union européenne par les États, c'est la politique vaccinale. Les États européens ont décidé, c'était leur choix, qu'il valait mieux commander les vaccins, qu'il valait mieux confier à l'Union européenne le soin de commander les vaccins plutôt que de les commander chacun de son côté. Ça pouvait sembler au départ une bonne idée, mais à l'usage, ça s'est révélé catastrophique puisque, comme je vous le disais, l'Union européenne, c'est une machine très lourde et donc on n'a pas négocié ces contrats assez vite. La comparaison avec le Royaume-Uni est édifiante, hein. Le Royaume-Uni, à chaque fois, a signé les contrats plusieurs mois avant nous, que ce soit avec Pfizer, Moderna ou AstraZeneca. On a toujours, donc, dès le départ, on a pris quelques mois de retard. Donc, du coup, forcément, on n'était pas prioritaire pour les livraisons. Ce qui fait que nous avons maintenant des difficultés d'approvisionnement, bien sûr, puisque les Britanniques sont passés avant nous parce qu'ils ont été plus rapides. Et puis, chose plus grave, les contrats ont été très mal rédigés. Alors d'abord, nouvelle preuve que l'Union européenne est une machine effrayante. Ces contrats ont été négociés en secret. Même les parlementaires européens n'avaient pas accès aux négociations, ce qui est quand même incroyable dans un régime qui se veut démocratique. À force d'insister, on nous a montré les contrats, mais certains passages étaient biffés.
étaient cachés. Donc c'est incroyable. Et donc ce que nous craignons, c'est que ces contrats aient été très mal négociés, avec notamment des clauses d'irresponsabilité des laboratoires. C'est-à-dire que si par malheur les vaccins devaient produire des effets secondaires même graves, eh bien ces contrats exonéreraient en fait ces laboratoires de toute responsabilité, et ce seraient les États qui seraient obligés d'indemniser les victimes à la place des laboratoires. Donc ça, c'est vraiment le capitalisme tel qu'on ne l'aime pas, c'est-à-dire qu'on privatise les profits, puisque les laboratoires vont faire des profits énormes avec ces vaccins, mais en revanche, on nationalise les pertes, c'est-à-dire qu'en cas de dommage, c'est les États qui paieront. Donc ça, évidemment, c'est pas du tout sain. Et je ne suis pas seul à penser que l'Union européenne s'est donc très très mal acquittée de cette politique vaccinale qu'on lui avait confiée. Et la Commission européenne est favorable au passeport vaccinal et aussi certificat vert numérique. Oui, c'est ça. Alors, c'est la même chose, en fait. Ce que la population appelle le passeport vaccinal européen, officiellement, on a appelé ça ici le certificat vert. Et puis même maintenant, on commence même à supprimer le mot vert, parce que la vaccination, ça n'a rien de vert, ça n'a rien à voir avec l'environnement, en fait. Donc, c'est un certificat sanitaire européen qui est donc mis en place. Et je l'ai examiné avec beaucoup de soin, et en définitive, j'y suis hostile à titre personnel. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune valeur ajoutée. Et en revanche, il peut présenter des dangers. Parce que l'idée qui commence à germer, c'est qu'on pourrait exiger ce certificat vert pour accéder, par exemple, à des salles de spectacle, à des cinémas, à des restaurants. Et alors à ce moment-là, ça provoquait une discrimination épouvantable, puisque les personnes qui ne rentreraient pas dans les cases n'auraient plus accès à ces lieux-là. Alors c'est peut-être ce qui va se produire en France, puisque le président Macron a déjà évoqué la possibilité justement d'utiliser ainsi ce genre de certificat. Est-ce que vous pensez, par exemple, pour le moment, la plupart des gouvernements se focalisent sur les vaccins? Mais comme on a vu, par exemple, en Inde, le virus n'arrête pas de muter. Du coup, l'efficacité de vaccins, on ne peut pas garantir. Non, vous avez raison. Le vaccin, ça n'est pas une solution magique. C'est la meilleure qu'on ait pour l'instant. Donc, il faut quand même, moi, c'est ma conviction, il faut encourager une politique de vaccination. Après, il faut aussi se rendre compte que comme les vaccins, comme les virus vont muter, bien, il faut adapter les vaccins au fur et à mesure. Ça, je pense qu'on y arrivera. Et puis, ce n'est pas tout. Il faut aussi trouver des solutions, bien sûr, pour soigner les malades. La vaccination, c'est une chose, c'est pour prévenir la maladie, mais il faut aussi développer des soins pour qu'on puisse guérir de cette maladie quand on est extrêmement atteint. Mais là aussi, je sais que certains laboratoires sont en train d'essayer de mettre au point des soins. Donc, la recherche est très active de ce point de vue. Ok. Et du coup, en France, vous savez qu'est-ce qui s'est passé ou pas, du coup, dans ce sens-là? Est-ce que pour des moyens de soigner la maladie? Pour l'instant, il n'y a pas de résultat, soyons clairs, mais oui, certains laboratoires cherchent activement, en effet, des solutions. Oui. J'ai lu des articles spécialisés sur la question qui confirment que la recherche est en pleine ébullition. Mais voilà, moi je suis comme les simples citoyens, j'attends en espérant qu'il y aura des résultats, mais les moyens financiers sont là, oui. Et en mai 2020, vous faites partie des 100 juristes français qui demandent à la Cour européenne des droits de l'homme de mieux assurer son indépendance. Et suite à une révélation des liens entre ces juges et des ONG financées par George Soros. Oui, il y a eu un rapport qui a été fait par une organisation qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Monsieur Pupinck, et qui a montré que beaucoup de juges de la Cour européenne des droits de l'homme provenaient en fait d'associations financées par George Soros. Donc c'est un fait, c'est reconnu, c'est vrai. Ça pose quand même un problème de fond, puisque vous le savez, George Soros, c'est un milliardaire américain d'origine hongroise,
qui a une vision de la société assez contestable, puisque lui, il est pour une société ouverte, c'est-à-dire qu'en réalité, il est favorable à une immigration massive. Il l'a dit, hein, ce n'est pas des propos que je lui prête, il a dit très clairement qu'il était favorable à une immigration massive en Europe. Bon, alors moi, évidemment, ce n'est pas du tout ce que ma théorie. Et donc, je combat Georges Soros de ce point de vue. Et je suis donc extrêmement effrayé de voir que des juges de la Cour européenne viennent de cette mouvance-là. Parce que ce sont des juges qui peuvent trancher des affaires qui concernent des migrants. Et donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas indépendants s'ils ont cette idéologie-là. Et qui ne vont pas défendre, en fait, les intérêts des sociétés européennes qu'ils sont supposés défendre. Donc, on a, avec donc une centaine de juristes, j'ai protesté publiquement et l'affaire suit son cours, puisque il y a quelques jours, le Conseil de l'Europe, qui est l'organisation européenne dont dépend la Cour européenne des droits de l'homme, a reconnu que, en effet, il y avait un problème. Hein. Donc maintenant, l'affaire est lancée et j'espère que dans l'avenir, on fera beaucoup plus attention au recrutement des juges de la Cour. Mm-hmm. Est-ce qu'on a certains exemples de procès, justement, à cause de ces liens, qui a des résultats de procès qui est vraiment néfaste? Alors oui, bien sûr, mais on en a plein. Alors, je ne vais pas vous citer les noms des requérants, parce que je ne veux pas les stigmatiser, si vous voulez, mais ce sont des affaires qui concernent des immigrés, souvent violents, même parfois des terroristes, que les États européens souhaitaient expulser vers leur pays d'origine. Et la Cour s'y est opposée au motif que ces individus risquaient des mauvais traitements dans leur pays d'origine. Mais si vous voulez, on croit rêver, il s'agit de terroristes, des gens extrêmement dangereux. Donc il est évident que si on les expulse chez eux, probablement ils vont être mis en prison, mais après tout, ils le méritent. Donc moi, ça ne me choque pas. Donc à un moment donné, si vous voulez, il faut quand même que les juges s'interrogent, quelle est leur mission? Est-ce que leur mission est de défendre les criminels ou de défendre les victimes? Je pense que la priorité, c'est de défendre les victimes, de défendre la société. Alors après, il faut éviter toute cruauté inutile à l'égard des criminels, je suis bien d'accord. Mais enfin, là, il ne s'agissait pas de cruauté inutile, il s'agissait simplement d'expulser des criminels dangereux, des terroristes, vers leurs états d'origine. Ça peut se comprendre tout de même, c'est le bon sens. Donc que la Cour nous empêche de faire ça, c'est proprement inacceptable. Et moi, j'explique ces solutions surprenantes par le fait que la Cour est infiltrée par les associations de Georges Soros. Et ça, c'est du Soros pur jus. Et d'après votre observation, est-ce que des ONG et de l'Union européenne sont bien infiltrés par tout type de forces, par exemple comme des communistes chinois ou des mondialistes, pour manipuler le monde? Oh, je ne suis pas complotiste, je ne dirais pas que ces associations manipulent le monde, mais c'est un peu excessif. Hein. Le fonctionnement du monde, il est très complexe, si vous voulez, il dépend de bien des facteurs et les États ont encore, heureusement, une grosse influence dans la marche du monde. Donc, je n'irai pas jusque-là. Mais enfin, il y a des associations, des groupes d'intérêt, des lobbies qui sont quand même très puissants et qui cherchent à faire pression. Et nous, alors, dans l'Union européenne, on le voit très bien, hein, les lobbies sont extrêmement puissants à Bruxelles. Et ils essayent d'influencer les votes des députés. Alors, pas tellement moi, parce que je suis relativement hermétique à leur pression, mais des députés d'autres groupes, oui, sans aucun doute. Certains États, même le Qatar, par exemple, essayent d'influencer certains votes. Hein, c'est bien connu. J'en ai eu des preuves. Mais vous avez aussi des groupes d'intérêt. L'Union des industries chimiques, très puissante, œuvre aussi. Alors, en général, c'est plutôt la Commission de Bruxelles qui est la cible de ces lobbies plus que le Parlement européen, parce que vous savez que l'organisme le plus influent finalement au sein des institutions européennes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le Conseil, qui pourtant représente les États, c'est pas le Parlement européen, qui pourtant est composé d'élus, c'est la Commission de Bruxelles qui a l'initiative des lois européennes. Donc il est très tentant pour des lobbies qui veulent défendre leurs intérêts, eh bien, de faire pression sur la Commission plutôt que sur le Parlement ou sur le Conseil. Et vous savez, je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel point c'est quand même effrayant ce lobbying. Il y avait un commissaire allemand
qui était commissaire au budget jusqu'en 2019, qui s'appelle Monsieur Oettinger. Et lorsqu'il a pris sa retraite de commissaire en 2019, il a été recruté par 13 entreprises différentes pour gagner sa vie. C'est-à-dire qu'on peut penser, en tout cas, c'est ce que moi je pense, qu'en tant que commissaire, il a rendu des services qui font qu'une fois qu'il n'est plus commissaire, bah, il est recruté comme ça par ces grandes entreprises. C'est quand même effrayant. Moi, quand je quitterai mes fonctions de député européen, je peux vous dire qu'aucune entreprise ne me recrutera. D'abord parce qu'aucune ne me le proposera, parce que je n'ai fait de cadeau à personne. Et ensuite, parce que même si par extraordinaire, il y en a une qui me le proposait, je refuserais par éthique envers mes électeurs. Parce que je ne veux pas donner l'impression comme ça de monnayer mon mandat. Ok. Le 22 mars, l'Union européenne a sanctionné Pékin pour l'atteinte aux droits de l'homme à Xinjiang envers des Ouïghours. Et aussi, l'accord Europe-Chine investissement est suspendu. Est-ce que pour vous, c'est un bon début? Est-ce que la relation entre Chine et l'Europe va durcir? Oui, incontestablement, les relations entre l'Europe et la Chine se durcissent. Alors pas seulement avec nous d'ailleurs, hein, avec les relations entre la Chine et les États-Unis se durcissent aussi. La Chine, je pense, a commis, enfin je parle du gouvernement chinois, hein, le gouvernement chinois a commis une erreur, c'est qu'il s'est senti tellement puissant qu'il a pensé qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Et vous savez que pour les Européens, les droits de l'homme, c'est important. Et là, à un moment donné, le gouvernement chinois a franchi vraiment les limites. Les Ouïghours, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est-à-dire que c'est vrai que cette population donc musulmane, turcophone de Chine est persécutée. Et donc on est quand même obligé de réagir. On ne peut pas fermer les yeux comme si de rien n'était. Mais ça n'est pas la seule persécution, hein. Vous êtes bien placé pour le savoir. Des mouvements religieux ou spirituels sont aussi persécutés. Il y a aussi le statut de Hong Kong qui est très préoccupant, puisqu'il y a une loi de 2020 qui a été votée qui semble remettre en cause le statut qui avait été négocié entre la Chine et le Royaume-Uni pour Hong Kong. Donc ça fait quand même beaucoup de griefs. Beaucoup de griefs. Voilà, alors moi, j'aime bien la Chine, hein, par ailleurs, comme civilisation. Donc j'espère que les choses s'arrangeront, mais avec ce gouvernement, j'en doute un peu. Justement, en Chine, les pratiquants de Falun Gong sont persécutés depuis plus de 20 ans. En fait, leur croyance et authenticité, bienveillance et tolérance. Et bientôt, le 13 mai, c'est la journée de Falun Gong dans le monde entier. Et est-ce que vous avez des messages de soutien pour leur passé? Oui, mais bien sûr. Moi, je soutiens par principe toutes les victimes de persécution. Donc, les membres de ce mouvement Falun Gong sont persécutés. Ça a été reconnu officiellement par le Parlement européen. Donc, je le répète, ils sont persécutés. Nous le savons, nous le déplorons. Et donc, bien sûr, comme je pense presque tous les membres du Parlement européen, je leur apporte mon soutien. En tout cas, à notre niveau au Parlement européen, on fait tout ce que l'on peut pour que ces persécutions cessent. Mais vous le savez, c'est très compliqué. Le gouvernement chinois est un peu hermétique à ce genre de discussion. Mais en tout cas, on ne baisse pas pavillon. Et vous savez d'ailleurs que c'est tellement vrai que récemment, à la suite des sanctions décidées contre la Chine a pris des mesures de rétorsion, a notamment décidé de punir personnellement 10 Européens, parmi lesquels il y a 2 eurodéputés. Donc, vous voyez, ça prouve bien que le Parlement européen n'est pas resté inactif. Est-ce que vous pensez justement cette persécution contre authenticité, bienveillance et tolérance, c'est contre les valeurs fondamentales humaines? Oui, bien sûr, bien sûr. La liberté de conscience, c'est une des grandes libertés que nous reconnaissons en France et en Europe. Donc, chacun a le droit d'avoir les croyances qu'il veut et il faut respecter ça. Donc, moi, je condamne fermement des gouvernements qui, comme le gouvernement chinois, eh bien, répriment la liberté de conscience. C'est tout à fait inadmissible. Comment vous voyez votre combat
l'avenir de votre combat au sein de l'Union européenne? Eh bien, écoutez, je suis assez optimiste puisque les forces que je représente grossissent à chaque élection. Ça fait déjà 2 fois en France que le Rassemblement national remporte les élections européennes devant le parti du président, ce qui est quand même pas rien. Déjà en 2014, nous étions devant. En 2019, on a recommencé l'exploit. Beaucoup de nos partenaires sont de plus en plus forts. Nos partenaires italiens ont remporté les élections européennes aussi en Italie, à la Lega de Matteo Salvini. Nos partenaires allemands de l'alternative für Deutschland ont fait un très beau score aussi, ont fait une percée remarquable. Dans beaucoup de pays européens aussi plus petits, comme l'Estonie par exemple, on a des partenaires qui percent, qui parfois sont même au gouvernement. Donc ça nous donne beaucoup d'espoir. Et puis les opinions publiques commencent à changer. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y avait une sorte de rêve européen qui aveuglait les gens, qui leur faisait accepter tout ce qui venait de l'Union européenne. Et depuis quelques années, on s'aperçoit que ça n'est plus le cas. L'esprit critique reparaît. Et les gens prennent conscience que s'il faut une organisation européenne, il ne faut peut-être pas accepter toutes les dérives quand même de l'Union européenne. Mhm. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour vos collègues au sein de l'Union européenne et qui veulent contribuer à un meilleur avenir de l'Europe? Eh bien, je leur dis qu'il faut nous écouter davantage, que nous aussi, à notre façon, nous voulons un meilleur avenir de l'Europe. La seule façon de sauver l'avenir d'une organisation européenne, c'est de la démocratiser, c'est de la rapprocher des peuples européens. Et pour cela, la seule façon, c'est de résister à la tentation de forger un État fédéral européen qui nivellerait tout et de le transformer en une Europe des nations respectueuse des identités et des souverainetés de chaque nation européenne. Voilà le message que je leur adresse. Merci beaucoup, Monsieur Le Breton. Je vous remercie.